Bien, bonjour à tous. Est-ce que tout le monde entend? Vous pouvez faire un petit pouce comme ça? Ouais, super. Merci à tous de vous être levés aussitôt pour nous rejoindre ce matin pour ce dernier mardi de l'année. Je suis aujourd'hui accompagnée de Pascal Morvan et Pierre Béretti, qui sont tous les deux médiateurs agréés au CMAP et qui vont nous entretenir aujourd'hui du thème de la sortie des conflits collectifs par la médiation. Je vais peut-être laisser la parole à Pascal dans un premier temps pour commencer. Oui, bonjour. Alors, pour vous ce matin, dans cet exercice un peu particulier, évidemment, puisqu'on le fait à distance, on a prévu tout d'abord avec Pierre de parler de quelques situations dans lesquelles on a eu à procéder en tant que médiateur, qui vont vous brosser un peu le tableau des différentes situations dans lesquelles une médiation peut être envisagée, et vous verrez qu'il y a un nombre assez large de situations finalement qu'on a eu l'occasion d'adresser dans notre petite expérience de médiateur. Et puis ensuite, on vous propose dans une deuxième partie de partager un peu nos expériences de ces médiations collectives et des quelques observations qu'on a pu y faire sur le plan notamment méthodologique. On vous donnera non pas une méthode absolue, parce que je crois qu'il n'y en a pas, mais peut-être quelques trucs qu'on a eu l'occasion de pratiquer avec plus ou moins de succès des fois. Voilà. Alors ensuite, vous avez vu que la ligne de chat était ouverte et la meilleure méthode pour nous serait qu'au fil de la présentation, vous réagissiez sur le chat. Donc n'hésitez pas, Marie est là avec nous et elle va nous aider à relever les questions. On répondra à ce à quoi on pourra répondre dans le temps imparti. Et on pourra peut-être d'ailleurs, après, si le temps n'était pas suffisant, prendre ces questions et puis continuer à échanger. C'est assez facile avec les moyens électroniques. OK. Alors, je ne vous demande pas si vous êtes OK parce que ça va être un peu compliqué parce que vous êtes maintenant, je ne sais pas combien connectés, mais ça fera beaucoup de pouces levés. Donc, on y va. Alors, quelques exemples de médiation dans lesquelles on a eu à intervenir. La première famille de médiation dans lesquelles je suis intervenu, ce sont des médiations qui concernent des CSE, ou anciens CE, ou CHSCT. J'ai fait ça une petite dizaine de fois, dans des circonstances assez variables à chaque fois. Ces médiations, elles viennent par différents canaux. Elles viennent parfois par les TGI. Inutile de vous dire que les magistrats sont jamais très à l'aise avec ces questions inhérentes au fonctionnement des CE et CSE et qui sont très contents d'avoir recours à des médiateurs. Elles peuvent venir également par les conseils des organisations syndicales, surtout quand ils ont déjà eu l'occasion d'intervenir, enfin de mettre en place des médiations. Et elles peuvent venir également avec des personnes des services de ressources humaines qui sont soit, pour certains, des médiateurs du CMAP, soit des responsables de ressources humaines ou d'affaires juridiques qui ont déjà eu à travailler en médiation. Donc, vous voyez, les canaux par lesquels on nous saisit sont finalement assez variables. Les situations de CSE, ça peut être des lendemains d'élections difficiles. Il y a certaines configurations de CSE dans lesquelles, par exemple, le nombre d'élus est pair et on se retrouve à égalité entre deux blocs qui n'ont pas très envie de travailler ensemble et où les dispositions pour régler les litiges ne sont pas très bien prévues au niveau du règlement intérieur et où ça se termine par un blocage du fonctionnement des CSE. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois d'intervenir dans ces circonstances-là. Ça peut être des histoires de dévolution de biens. Vous savez que dans les entreprises qui reconfigurent leur CSE, eh bien, on divise les biens et ça donne en général lieu à des histoires assez complexes.
Ça peut être des histoires de désignation d'experts. Ça a été récemment, pour moi, une affaire de litige sur les locaux syndicaux. Vous voyez, tout un éventail de situations où il y a dispute à l'intérieur des CSE. Alors, on reviendra après, plus tard, dans la deuxième partie, sur comment on s'y prend avec ces organisations-là. Mon expérience montre que on est aussi utile dans ce type de médiation que dans les autres, finalement. Il y a quelques caractéristiques qui sont propres au travail avec les CSE, mais c'est finalement la même chose avec à chaque fois une multiplicité d'intervenants. La bonne nouvelle, quand vous avez beaucoup d'intervenants, c'est qu'il y en a toujours un, quelque part, qui a envie de donner des bonnes idées et qui a envie de faire progresser le truc. À l'inverse, la mauvaise nouvelle, c'est que quand il y en a beaucoup, il y en a toujours un qui n'a pas envie de jouer. Bon, mais ça, c'est assez, finalement, une situation assez classique pour les médiateurs que nous sommes. Et en gros, ça fonctionne, dans mon cas, ça a fonctionné à peu près 2 fois sur 3. On a réussi à sortir par des accords, en sachant bien sûr que des fois on n'a pas d'accord, mais comme vous le savez, une médiation sans accord n'est pas forcément une médiation qui a été complètement inutile. Alors il y a juste un dernier truc sur ces médiations avec des CSE. La chose à laquelle il faut un tout petit peu faire attention, c'est que quand on a un désaccord entre les élus, souvent la solution consiste à demander plus à la direction. Ça, c'est l'espèce de soupape. Ils ne sont pas capables de gérer leurs histoires entre eux. Et évidemment, ça va souvent se traduire par une tension ou des demandes vers les directions. Il faut un tout petit peu se méfier de ça, parce que bien sûr, il s'agit de trouver des solutions à l'intérieur de ceux qui sont face au problème et non pas de déporter sur un tiers. C'est une observation assez fréquente. Voilà pour la première situation. Alors, je passe la parole à Pierre. Merci Pascal pour cette première situation. Celle dont je voudrais vous parler, c'est une situation. Ce sont des situations de grands groupes, plus d'une centaine de personnes, de nature souvent de production, soit la production de services ou de la production de biens. Un historique de tension assez ancien, c'est souvent plus de 2, 3, 4 ans. Changement récent du chef de service, c'est assez le cas aussi. Il y a un nouveau qui arrive et puis avec l'intention, mais pas une intention personnelle, l'intention de l'ensemble de l'équipe de management, d'améliorer la productivité, de transformer l'organisation, de changer un certain nombre de répartitions de tâches parce que le business évolue, parce que la concurrence évolue, parce que les coûts des concurrents baissent, etc. Donc, il y a un enjeu de productivité derrière. Et puis, donc, il y a des remises en cause, on bouscule, la hiérarchie bouscule des habitudes, des usages plus ou moins informels, plus ou moins visibles. Et ça provoque des tensions qui s'accumulent au fil des mois, au point de générer, pour l'une des situations que j'ai en tête, de l'émergence de risques psychosociaux et d'arrêt de travail dans le management de proximité. Voilà, ça peut être un premier indice, et de façon pas insignifiante, enfin de façon dans un volume qui peut être significatif. Ça peut être un premier indice. Deuxième indice qui vient derrière, ce qu'on voit assez souvent, c'est une enquête de CHSCT qui va faire un rapport qui va rester confidentiel et qui ne va pas se traduire nécessairement par des actions visibles ou explicites pour diverses raisons et parce qu'il y a des enjeux relationnels qui deviennent de plus en plus forts. Et souvent, à un moment donné, alors ça peut être le cas dans 2 situations que j'ai rencontrées, ça a été le cas aussi, menaces de grève, pétitions signées par un nombre important de salariés et puis grève ou pas grève, suivant les cas de figure, elle peut être plus ou moins longue, plus ou moins courte, suivant les situations et suivant les contextes. Et puis à ce moment-là, patatrac, on appelle le médiateur. On est à la veille d'une haute saison, pour reprendre une expression, et c'est souvent le cas d'ailleurs. On est à la veille d'une haute saison où on ne veut pas qu'à la haute saison suivante, on se retrouve face aux mêmes problématiques et aux mêmes risques humains, et on vous demande d'intervenir. Voilà. Et là, la demande du client, elle est relativement, j'allais dire, simple, apaiser les tensions, renouer le dialogue entre le management. Alors, ça peut être plusieurs types de management, direct, proximité, intermédiaire et un certain nombre
de personnes dans les équipes, voilà, et puis faire en sorte que ce soit durable, voilà, et que sur les mois qui viennent, on ne se retrouve pas dans la situation qu'on a vécue les 3 années précédentes, avec aussi le risque potentiel, c'est que le nouveau chef de service qui est arrivé, qui a commencé à faire bouger les choses un peu plus que les autres, mais qui ne reparte pas tout de suite, parce que sinon, on repart à zéro et ça a rien changé. Voilà. Donc, grand groupe, plus de 100 personnes, parfois 150. Et dans les cas que j'ai rencontrés, on l'a souvent fait en comédiation. Donc ça, c'est un point très spécifique. L'une d'elles en comédiation avec un autre médiateur du CMAP qui était une femme, et l'autre, très original, avec une personne représentant les pouvoirs publics, parce que la direction avait choisi son médiateur, et puis les syndicats ne voulaient pas celui de direction, ils en voulaient un autre, et les 2 médiateurs se sont entendus, et donc on a fait ensemble avec un représentant des pouvoirs publics, et ça s'est très très bien passé. Alors comme le dit Pascal, on arrive à un certain terme à la fin de la médiation, et sur des grands groupes comme ça, il n'y a pas formellement d'accord. Souvent, les organisations syndicales sont plus ou moins présentes. Ça, c'est un point qu'on reverra. Voilà. Et donc, on arrive quand même à des solutions, en tout cas à des résolutions de tensions qui sont significatives. Voilà. Pascal? Un peu dans la même veine, il nous arrive d'intervenir sous le coup du L 1152-6, qui est l'appel à un médiateur en cas de situation dite de harcèlement. C'est probablement une disposition que vous connaissez. Et quand on intervient dans ce genre de situation, qui peuvent venir soit par, encore une fois, les magistrats, qui peuvent venir par les conseils le plus souvent, ou qui peuvent venir par le CMAP, c'est arrivé. Quand on intervient sur ce genre de situation, finalement, on a assez peu souvent affaire à du vrai harcèlement. Le vrai harcèlement est fort heureusement assez rare, et en fait, on a affaire à des situations qui sont beaucoup plus complexes. Dans une de ces affaires, je suis intervenu dans une entreprise, c'est un grand siège d'une multinationale qui est en région parisienne, avec une très forte culture anglo-saxonne. On a donc une intervention qui est demandée suite à une situation dite de harcèlement. Ça vient par les CHSCT. Donc, je rencontre une première personne qui est la victime, qui est quelqu'un qui est très très mal, en grande souffrance, arrêté depuis plusieurs mois, qui me parle de racisme, qui me parle de harcèlement moral, enfin, etc. Très bien. Je rencontre ensuite le manager et en fait, il s'effondre et il me parle de sa vie. C'est assez compliqué. Donc, il est lui aussi, il se considère lui aussi harcelé par où il a de plus grandes difficultés avec ses subalternes. Il a aussi des grandes difficultés avec sa direction. Et en fait, très vite, on se rend compte qu'on est dans un contexte général qui génère énormément de souffrance et que tout ça, finalement, n'a pas grand-chose à voir avec du harcèlement au sens où on l'entend d'habitude. Alors, en accord, c'était toujours une situation un peu délicate pour le médiateur parce que, évidemment, la solution ne pouvait pas résider entre une médiation simple entre le manager et le subalterne. C'était plus complexe que ça. Et donc, après m'être assuré de la part des deux que finalement, on n'était pas dans une situation de harcèlement classique, bien entendu. Et après avoir compris que la situation était un peu plus large, on a eu une réunion avec la direction et la DRH qui a convenu qu'effectivement, il y avait une problématique plus générale. La médiation a été donc élargie à l'ensemble du service et puis au DG. Alors, c'est toujours un peu délicat de changer de périmètre de médiation en cours ou pas en cours. Moi, je n'ai pas d'a priori là-dessus. Je dirais que si tout le monde est d'accord et que tout le monde pense que c'est la bonne façon d'aborder le problème, j'y vois pas d'inconvénient non plus. C'est un peu dans cet esprit-là qu'on a redessiné un peu cette intervention et qu'on a fait un travail, donc là pour le coup collectif, avec le comité de direction, les personnes du service et le manager concerné. Voilà, le travail a été assez long. Et en l'occurrence, ça finit par déboucher sur un accord avec quand même quelques conséquences, puisque le manager concerné a fini par quitter l'entreprise parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas fait pour ça.
mais accompagné, mais etc. Enfin, il y a eu… voilà. Donc, un dossier complexe, mais vous voyez, vous rentrez par un petit bout, puis vous dites, bon, vous voyez bien que ce n'est pas forcément… que ce n'est pas suffisant, quoi. Hein. Donc, à ce moment-là, la question peut se poser, est-ce que c'est une autre médiation qui se met en place, voire avec un autre médiateur? Est-ce que derrière, en l'occurrence, on a dans la médiation décidé de la mise en place d'un coaching parce que le comité de direction voulait aller plus loin, mais ça, ils l'ont fait avec une autre personne. Ils voulaient que je reste, mais là, pour le coup, le médiateur a dit non, non, moi j'ai fait mon petit boulot, on a identifié un certain nombre d'actions. Merci, on en reste là. Et si vous voulez un coaching, il y a plein de gens très qualifiés pour le faire, y compris mon voisin, par exemple. Mais c'est plus la même mission, quoi. Je pense qu'il faut savoir arrêter le match, comme on dit, parce que dans ces situations délicates, vous vous rendez compte que les personnes créent un lien avec vous et elles ont parfois du mal à se détacher et à laisser la médiation se terminer, surtout quand il y a eu beaucoup de souffrance. Donc ça, il faut savoir conclure, comme on dit. Ouais. Merci Pascal, oui, c'est un point très important, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Ouais, je voudrais citer un autre exemple qui est une médiation judiciaire parce que le sujet arrive par un tribunal, c'est un juge qui a ordonné la médiation. Les deux parties, c'est une direction d'un côté et des organisations syndicales de l'autre. La situation, c'est un désaccord sur la mise en œuvre de calcul de rémunération variable de plus d'une centaine de commerciaux en France dans un groupe mondial. Ces rémunérations variables au cours de 5 à plusieurs années ont été très fortes, très élevées, à 120-140% des bonus target, comme on dit en français. Et puis, depuis 2 ans, ces rémunérations, elles ont plongé, variables, ont plongé entre 40 et 70% de l'objectif, ce qui fait une chute assez forte. Et là-dessus, les organisations syndicales ont commencé à bouger et à s'en inquiéter et à contester finalement les nouveaux modes de calcul qui résultaient d'un nouveau modèle économique parce que la vente de produits et de services avait évolué également de façon considérable. C'est dans le domaine de l'informatique pour vous donner un cadre très général. Et le sujet est très complexe sur le plan technique parce que c'est des documents qui sont en anglais pour faire les calculs des rémunérations. Ces rémunérations ne sont pas assises que sur des personnes, c'est aussi des pools de personnes et des pools de personnes qui ne sont pas nécessairement que en France et qui peuvent être dans plusieurs pays en même temps. Donc, les modes de calcul sont internationaux et donc mes attributions sont nationales. Et contester ce système-là dans un pays, c'est quasiment le remettre en cause dans énormément de pays. Donc, très compliqué. Et puis, le juge a eu la bonne idée de renvoyer ça devant un médiateur. Les parties se sont rencontrées. Alors, c'est toujours des situations dans lesquelles on ne sait pas trop par quel bout le sujet va être pris par les parties, parce que ce n'est pas le médiateur qui prend le sujet, comment ils vont bouger. Finalement, grâce à la médiation, on est arrivé, je le dis parce que c'était assez exceptionnel cette année-là, dans ce tribunal-là, à un accord entre toutes les parties, avec l'aide des avocats, ce qui est très, très utile dans ces cas-là, parce que souvent les accords sont techniquement un peu compliqués à rédiger, et 90% de l'accord ne portait pas sur l'objet originel du conflit, mais sur d'autres sujets qui pouvaient être pris à la main du pays en question, enfin de la France, indépendamment des autres pays, ce qui a permis de déplacer finalement le curseur et le nœud du conflit, le déplacer pour le résoudre, et ce qui est assez souvent le cas en médiation, et surtout dans ce type de situation, de trouver finalement les solutions hors du champ initial du conflit, là où il a émergé. Et toutes les parties étaient vraiment très satisfaites du résultat. On a fait aussi, comme le dit Pascal, on a aussi élargi le cadre. Il a fallu élargir le cadre de la médiation et puis accéder à des acteurs qui étaient hors de l'entreprise, comme une fédération syndicale, par exemple, parce qu'à certains moments, ça aide à faire prendre conscience des enjeux qui dépassent le cadre même de l'entreprise toute seule. Voilà, donc c'est très, très bon sujet et un vrai plaisir de médiation, surtout quand ça se termine. Ce n'est pas toujours le cas, par quelque chose de visible. C'est un accord signé de 14 pages par toutes les parties. Voilà. Voilà, et peut-être dernier exemple d'une situation qu'on a adressée avec le CMAP il y a quelques années. Le contexte général, c'est un très gros chantier de travaux publics d'un siège d'une institution financière à Paris. Il y a un accident de travail sur le chantier. Le salarié, il est conduit à l'hôpital non pas par les pompiers qu'il ne fallait pas appeler, mais par un des chefs d'équipe.
une situation un peu confuse, un peu d'émotion sur le chantier. La CGT débarque sur l'affaire, inspection du travail. Il y a un certain nombre de sans-papiers qui étaient présents sur le chantier. Il y a une occupation du chantier qui se met en place et la situation donc se bloque complètement. Donc une médiation est mise en place avec le CMAP. Et là, on est vraiment dans une médiation qui a de multiples aspects. Elle a un aspect de relation entre trois entreprises, en l'occurrence, puisqu'il y a une cascade de sous-traitance. Et puis, évidemment, il y a un aspect humain très fort, puisqu'il s'agit de 28 personnes en situation, d'ailleurs, toutes en situation irrégulière. Il y a une notion de temps, puisque chaque jour où le chantier est arrêté coûte une véritable fortune. Il y a une notion symbolique vis-à-vis de l'organisation syndicale qui fait de ce combat quelque part un combat de principe. Il y a en toile de fond derrière, il y a l'État avec l'inspection du travail et le préfet. Voilà, donc la médiation va se mettre en place. Situation un peu complexe, je ne vous le cache pas. Un des acteurs finit par être écarté parce que de mauvaise foi. Et à partir de là, on va travailler avec l'ensemble des acteurs. Mais je vais revenir un peu tout à l'heure parce qu'il y a un certain nombre de choses que j'ai apprises dans cette médiation. Et donc, on a travaillé jusqu'à un accord final qui a été obtenu en pratiquement 1 mois et demi, ou si je me souviens bien, ce qui est un peu plus que ce que tout le monde avait espéré au départ, mais ce qui est tellement mieux que tout ce qui aurait pu se passer d'autre s'il n'y avait pas eu de médiation, finalement, à la fin. Donc, voilà, cas extrêmement complexe, où il y a de l'inter-entreprise, mais où aussi il y a de l'intra, et où il y a une dimension humaine très forte, où il y a une dimension politique, où il y a nécessité d'aller discuter avec des acteurs à la préfecture, mais aussi à l'échelon national des organisations syndicales. Voilà, donc médiation très riche qui s'était terminée sur un accord. Voilà, donc tout ça, c'était juste pour vous dire qu'il y a finalement beaucoup de situations, on ne les a pas toutes citées, hein, beaucoup de situations dans lesquelles une médiation peut se mettre en place, hein, et puis apporter des solutions quand on fait notre petit travail, et puis voilà. Alors, je peux en évoquer aussi une dernière que j'ai rencontrée à plusieurs reprises. C'est des petites équipes d'une vingtaine de personnes. Je dis 20, mais ça peut être entre 15 et 30. Donc, c'est une petite équipe. Là, il n'est pas utile d'avoir une comédiation. Souvent, et là encore, on retrouve des situations dans lesquelles il y a eu 1, 2, parfois 3 chefs de service sur les années précédentes qui y ont tourné. Certains sont partis dans des conditions qui ne sont pas très agréables parce qu'on sent bien qu'ils ont été un peu poussés hors de ce territoire-là, souvent par des effets des salariés ou de certains salariés. Il y a des tensions que la direction évoque de façon très diverse dans la situation. On se rend compte aussi que dans certains cas, d'ailleurs, il y a eu des changements de bureaux. Les gens ont été remis dans des nouveaux bureaux, des espaces plus propres, plus modernes, plus machin. Ça n'a rien changé. Voilà. 2 chefs de service, changement de bureau. Des RPS évoqués par risques psychosociaux, évoqués par tel ou tel salarié, voire des arrêts maladie un peu longs, dans certains cas, une enquête du CHSCT, éventuellement, dans certains cas aussi, etc. Et puis on se rend bien compte quand on est sollicité que la direction nous dit on ne sait plus par quel bout prendre le sujet, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme solution. Voilà. Et assez souvent d'ailleurs, il y a des situations dans lesquelles on peut mettre en évidence ou révéler une personnalité difficile dans le groupe, qui va faire qu'il va y avoir des clans qui se sont constitués, une animosité qui s'est créée, une tension très forte entre cette personne-là et la hiérarchie, des gens qui sont autour de cette personne et qui la soutiennent, d'autres qui ne veulent pas prendre parti parce qu'ils ne veulent pas se faire prendre les doigts dans la porte ou se faire harceler ou être sous pression, etc. Voilà, donc il faut dénouer tout ça. Et puis, on va en parler tout à l'heure avec Pascal. On a certaines façons de s'y prendre pour dénouer ces sujets. Ça ne se termine pas par formellement un accord,
mais souvent ça se termine par des apaisements, c'est-à-dire qu'on va faire des micro-régulations. Moi, j'appelle ça des micro-médiations entre deux personnes parce que des tensions ont été créées, qu'elles peuvent être dénouées et qu'elles sont volontaires pour la refaire. Ça va être éventuellement 3 personnes. C'est rarement des grosses plénières parce qu'il n'y a pas de demande à ce qu'il y ait de grosses plénières, mais on va dénouer petit à petit les tensions qui se sont créées entre plusieurs binômes ou trinômes de personnes. Voilà. Et puis, s'il y a une personnalité difficile dans le paquet, c'est pas un sujet de médiation, on n'arrivera pas à le traiter comme ça. C'est le sujet que doit traiter la direction. Souvent, d'ailleurs, elle le savait déjà. Quand on rencontre ces organismes syndicaux dans ces situations-là, ils le savent aussi. Voilà, donc personne n'est ignorant finalement de ce qui aurait pu provoquer ou a pu provoquer ce contexte, mais plus personne ne sait le dénouer. Et donc, le médiateur va dénouer toutes les tensions et tous les nœuds qui vont apparaître dans la situation. Voilà. Oui, je suis d'accord avec Pierre. Et Pierre a raison de le mentionner. Dans nos vies, soit de consultants, soit anciens cadres d'entreprise, on a vécu et on voit énormément de situations de souffrance, et singulièrement, encore plus en ce moment. Elles sont dues à de multiples facteurs la plupart du temps, mais on pourrait classer les conditions de travail, open space, etc., etc. Ça, c'est un grand classique. Les outils informatiques et leur intrusion dans la vie et le rythme de vie au-delà du travail, et en particulier pendant cette période de confinement, j'ai vu un certain nombre de situations dans des entreprises que je connais très bien où les gens connectent jusqu'à minuit et recommencent à 5 heures du matin, sans mentir. Il y a peut-être aussi une problématique managériale. On forme des tas de cadres très intelligents, mais on ne forme pas vraiment des managers. Et moi, je constate, je ne vais pas dire une pauvreté, mais un défaut de formation, de prise en compte de ce qu'est réellement le management. On le constate vraiment très souvent. Donc, il y a des tas de situations de souffrance, et comme Pierre le dit, notre expérience montre qu'on peut, alors soit en conseil, mais soit avec l'esprit de la médiation toujours, ça nous sert énormément, je crois, dénouer. C'est un peu une espèce de massage, et on ne peut pas guérir définitivement, mais au moins on peut soulager le corps malade et permettre à des gens de se reparler ou de voir qu'ils souffrent des mêmes choses, et puis de se projeter de manière un peu plus positive sur ce qu'elles ont à faire. Il y a énormément de nécessiteux, et il y a énormément de situations qui ne sont pas bien adressées actuellement. Donc, il y a vraiment une place pour la médiation ou les techniques de médiation qui nous sont fort utiles dans ces cas-là. Alors, on y va, on enchaîne. On y va. Ouais. Tu enchaînes. Quelques points de repère, si tu veux. J'enchaîne, ça marche. Ouais. Donc, quelques points de repère sur ces diverses situations, et notamment celles où il y a du collectif, c'est-à-dire un grand nombre de personnes. Ce qu'on appelle, nous, médiation collective, c'est lorsqu'on est à peu près certain, quand on fait le pré-diagnostic de la situation, qu'il y aura plus de 2 parties, c'est-à-dire 3, 4, 5 et au-delà de parties prenantes dans les tensions qui sont présentes. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est que on observe que le nombre d'interlocuteurs qu'on aura rencontrés va être bien supérieur à 10. Souvent, dans une médiation interindividuelle, avec une petite dizaine d'interlocuteurs, on arrive à faire à peu près le tour du système. Tout ça n'est pas normé, bien évidemment. Vous vous rendez compte que chaque situation est différente, même si elles ont parfois des similitudes, elles sont différentes, ne serait-ce que par les personnes qui y sont. Dans une médiation collective, on s'aperçoit assez vite que le nombre d'interlocuteurs va être beaucoup plus élevé. Il arrive parfois qu'on monte, ce que disait Pascal tout à l'heure, à des niveaux élevés dans l'organisation, parce qu'il faut dénouer différents points dans le système qui a généré la tension, le conflit ou les conflits dans le service où on est. Comme je dis souvent, le poisson pourrit toujours par la tête. Voilà. Alors, on ne le dit pas au début d'une médiation, mais en tout cas, on l'observe. Donc, ce qu'il y a, c'est que dans ce genre de situation, une des premières démarches, ça va être, outre le diagnostic ou le pré-diagnostic qu'on va pouvoir faire pour évaluer un petit peu l'intérêt de la médiation, parce qu'il faut aussi se poser bien la question de savoir si c'est opportun, et la poser au client, se dire, tiens, au fait, est-ce que pour vous, c'est bien une médiation? Voilà, pourquoi c'est une médiation et pourquoi ce qui a été fait avant n'a pas débouché de votre point de vue. Voilà, donc tout ça, c'est la phase préalable. On va souvent démarrer par des entretiens individuels. On est dans l'intra-entreprise, les gens se connaissent, il y a beaucoup d'émotions,
Ces tensions sont dues à des émotions, c'est du relationnel pur et c'est de l'émotionnel à haute dose. Et pour l'avoir expérimenté, Pascal le sait, il y a pas comment dire, on a vu pleurer, s'effondrer par la souffrance psychologique, tout type de personnalité et tout niveau de responsabilité, que ce soit le leader syndical qui est embarqué dans le truc, que ce soit l'agent qui est au bas de l'échelle ou un responsable hiérarchique qui est au milieu. Donc, les émotions sont souvent très, très fortes. Et les entretiens individuels vont nous permettre de faire deux choses. Je caricature énormément. Un, de désamorcer et de faire que ce qui est la plus grosse de la souffrance puisse être exprimé. Alors, souvent, on nous pose la question, mais pourquoi vous faites des entretiens? Il y a des enquêtes du CHSCT. Mais nos entretiens n'ont pas le même objet. Ils n'ont pas la même finalité. C'est-à-dire que nous, on va préparer la phase suivante, c'est-à-dire la phase pendant laquelle on va dénouer les choses. C'est-à-dire qu'on va faire que les personnes vont devoir se rencontrer, on va leur proposer de se rencontrer, et c'est cette phase-là qui est la plus importante pour nous. Mais on a besoin de la première pour amorcer la seconde. Et dans ces entretiens également, ce qui va apparaître, c'est qu'on va identifier les plus importantes zones de souffrance, là où sont les nœuds les plus durs et pour lesquels le besoin exprimé par les personnes est un vrai besoin de désamorçage, de désescalade de l'ascension dans l'escalade du conflit. Voilà. Et c'est ça qu'on va identifier. Parfois, il y en a 2, parfois, il y en a 3, parfois, il y en a 5 ou 6, et on va dénouer tout ça au fur et à mesure de la médiation. Donc, première phase des entretiens, et deuxième phase, on va dénouer ce qu'on a trouvé comme niveau de tension. Ça peut être à ce moment-là de la médiation collective. Parfois, on appelle ça, le mot médiation fait parfois peur dans l'entreprise parce que quand on dit médiation, on dit, bon, non, on n'est pas en conflit, pourquoi vous dites qu'il y a des conflits, etc. Donc, on utilise parfois le mot atelier de médiation, ça dédramatise un peu le mot médiation, mais médiation collective avec 5, 6, 7, 8 personnes suivant les cas de figure, et aussi beaucoup de médiations interindividuelles qui vont être assez courtes, souvent, parce que c'est une reprise de relation qui est demandée finalement par les deux parties, qui souffrent de plus parler et de plus se serrer la main le matin ou le soir ou l'après-midi quand elles se rencontrent depuis des mois et des mois. Et ça va se dénouer très, très vite. Voilà, c'est un mélange de tout ça. Voilà. Alors, tout comme Pierre, dès lors qu'il y a souffrance ou a fortiori suspicion de harcèlement, on commence par de l'individuel. Je dirais quasiment forcément. On ne met jamais en relation la victime et son bourreau potentiel dès la première réunion. Ce serait vraiment très contre-productif. Par contre, dans un certain nombre de médiations collectives, par exemple celle des 3 entreprises et puis du collectif malien, on a commencé par une réunion en commun, ce qui m'arrive quand même assez souvent, quand on ne sait pas trop où on met les pieds, dans laquelle on va parler de méthode un petit peu, dans laquelle on a besoin de beaucoup présenter la médiation, parce que là, pour le coup, on a affaire à des personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est. Donc, tout comme Pierre, je ne la présente pas comme médiation, gestion du conflit, mais plutôt comme un travail en commun pour essayer de mettre en place un monde meilleur, quoi, en quelque sorte. Donc, le travail, voilà, en général, ça passe plutôt très, très bien. Donc, c'est souvent une réunion en commun. Quand on a, par exemple, affaire à des CSE qui se disputent entre eux, il faut tous les mettre, enfin, moi, de mon point de vue, il faut mettre toutes les organisations syndicales ensemble sur une première réunion, qui est une réunion de méthode, de présentation, voilà, et dans laquelle on essaie déjà d'embarquer tout le monde dans une histoire commune. L'histoire qui va être de regarder où on en est et puis d'essayer de trouver où on peut aller. Et je crois que c'est assez important. Et il faut, ces réunions, moi je les laisse un peu aller de manière assez libre. Et puis pendant ce temps-là, je vais à la pêche. Je fais avec mon grand filet et puis vous laissez les gens s'exprimer, hein, et ça part souvent dans tous les sens. Ils viennent avec leurs histoires, ça peut être très long, je vous le garantis, avec les organisations syndicales. Mais vous pêchez plein de trucs que vous n'allez pas utiliser tout de suite, bien sûr, mais vous les gardez en réserve et vous les travaillerez ensuite. Donc, ces premières réunions collectives, en général, il y a beaucoup de monde. Enfin, il peut y avoir de 10, j'ai vu 40 personnes. Donc, voilà. Un peu la méthode, comment vous allez proposer d'organiser les choses. Je dis proposer d'organiser parce que finalement, on se plie un peu à chaque contexte et à chaque organisation. Il n'y a pas une façon de faire en disant, voilà, aujourd'hui on fait une plénière, demain on fait une individuelle, on fait, etc. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Et encore une fois, l'objectif, commencer à embarquer tout le monde dans une petite histoire collective.
avec un point, mais on y reviendra, qui est déjà d'avoir en tête d'organiser des calendriers de réunion. Plus il y a de monde et plus c'est difficile. Et une des plus grandes difficultés de toutes ces réunions collectives, c'est certainement les questions d'agenda. C'est la logistique qui est souvent complexe, hein. Donc on a besoin de cadrer un peu. Et après, évidemment, vous l'avez compris, le travail, il se fait beaucoup. Alors j'appelle ça le travail de slice and dice, terme anglais qui veut dire en gros découper en petits morceaux, mais un coup dans un sens, un coup dans l'autre. C'est-à-dire que vous avez ce problème, pourquoi, enfin, au moins 5 fois pourquoi, comme les Japonais, pour aller jusqu'aux causes racines du problème. Alors ça se fait évidemment en tête à tête, hein, quand vous décortiquez un peu, et ça se fait pas de la même manière selon les profils que vous avez en face de vous. Il y a des gens qui sont incapables, quand vous les enfermez dans un raisonnement logique, vous les perdez. Donc, vous êtes obligé de parler avec eux, de leur chat, de tout ce que vous voulez, et puis ils vous disent quand même pourquoi à la fin, hein. Il faut vraiment s'adapter à chaque profil psychologique. C'est pour ça que ce genre de décortiquage des problèmes peut souvent se faire qu'en bilatéral, parce que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière et il faut s'adapter à chacune des personnes qu'on a. Et puis, ça, c'est quand on va à la racine des choses, mais après, il y a un autre exercice qui consiste à dire, oui, mais cette chose que vous mentionnez, comment elle est perçue par les autres? Là, c'est plus le côté horizontal. C'est ça que j'appelle le slice and dice, hein. On descend sur un sujet donné et puis après, on regarde ce que ce sujet donné donne pour la collectivité. Oui. Et c'est ça qui permet de progresser, d'abord de faire progresser celui qui a le problème quand on lui demande de réfléchir à comment les autres le perçoivent. Ça donne des choses intéressantes. Et puis quand on va arriver ensuite au stade des solutions, bien évidemment, chacun a son bout de solution, mais quand on lui dit qu'est-ce que cette solution représente pour les autres, généralement, ça devient intéressant. Donc, et ce travail, évidemment, est un gros travail de bilatéral, alors voire même à certains moments de trilatéral, parce qu'il y a des communautés d'intérêt qui peuvent se passer. Quand on a 3 entreprises en cascade, par exemple, il est intéressant à un moment donné que 2 entreprises se parlent, parce qu'elles ont quelque chose en commun, ou elles ont besoin, elles, d'un accord entre elles sur un des points, mais qui ne concerne pas les autres. Donc, il faut savoir identifier des clusters à l'intérieur de cette médiation, et donc vous aurez des plénières, de l'individuel, et vous aurez des clusters d'intérêts en commun, éventuellement, bien entendu, hein. Donc, ce découpage est pour moi très important. Alors, même quand vous partez dans des processus bilatéraux, évidemment, il faut garder des momentum, c'est-à-dire qu'il faut réussir à garder un espèce de rythme de progression de l'histoire en commun, ce qui veut dire qu'il ne faut pas perdre le groupe. Donc, on a besoin parfois de réorganiser de manière régulière des plénières dans lesquelles on va constater des progrès, dans lesquelles on va échanger sur des points communs pour que le groupe continue d'écrire son histoire en commun, hein, évidemment. Donc, il n'y a pas de méthode évidemment préécrite. Dans chaque environnement dans lequel vous allez, vous recommencez l'histoire et vous le faites en fonction des participants qui sont là, de ce qu'ils ont envie de faire, de leurs caractéristiques, etc., etc. Alors, on a une question. Est-ce qu'on prend la question ou est-ce qu'on enchaîne? Vous voulez faire à la fin, comme vous voulez. Oui, il y en a juste. Oui, moi, j'en proposé d'enchaîner quelques points encore qui me paraissent importants, et puis on prendra les questions dans la foulée derrière. Oui, un point qui arrive assez souvent aussi dans les questions qu'on a de nos clients, des entreprises avec lesquelles on travaille, c'est en quoi cette médiation va changer les choses ou va faire que ça va faire bouger la situation, ça va la faire évoluer vers autre chose. Et c'est une question qui est extrêmement pertinente parce que le travail que fait le médiateur n'est pas toujours visible, et surtout dans les premières interventions. Et il y a quelques points, moi, qui me paraissent extrêmement marquants dans cette posture du médiateur ou dans ce travail du médiateur, qu'on peut expliciter à un client, qu'on ne peut pas toujours expliciter de façon immédiate à toutes les parties. Il y en a certains qui sont explicitables, d'autres qui sont plus difficiles. Souvent, dans les situations de conflit collectif, plus personne n'est responsable de rien. Je caricature à peine. C'est-à-dire que les problèmes sont chez les autres, il y a plusieurs problèmes, et c'est l'autre qui vraiment fout la merde, quoi. C'est la cause du problème, ça devient l'autre. Voilà. Et donc, il n'y a plus personne de responsable.
un des angles extrêmement importants dans le démarrage d'émission du médiateur. S'il le dit, il peut ne pas être compris, mais sa posture va faire qu'il va le provoquer, notamment dans les entretiens, mais dans la mise en mouvement de la médiation, c'est de responsabiliser les personnes sur les relations qu'elles ont avec les autres et sur la situation. Bien sûr que chacun n'est pas responsable de tout, mais chacun a sa part d'initiative, doit prendre sa part d'initiative et prendre sa part d'action pour faire qu'on dépasse cette situation de conflit. Donc, c'est la mise en mouvement, la mise en dynamique de chaque personne, des collectifs, mais aussi bien de la hiérarchie que de la direction, que des syndicats, ce que disait Pascal exactement tout à l'heure. Je les fais rentrer dans une histoire et je les fais rentrer dans un processus, mais je ne vais pas les nommer précisément au départ. Bien sûr qu'on va leur demander d'être volontaires, mais quand vous avez 100 ou 150 personnes dans une médiation collective, leur demander d'être volontaires, c'est juste impossible. Quand c'est une vingtaine, ça peut encore se faire et encore. Tout le monde ne s'exprime pas. Voilà. Donc, c'est ça qui est, ça, c'est une première chose, c'est je vais responsabiliser les acteurs. Et c'est une clé de la médiation. Vous savez, pour ceux qui sont avec nous aujourd'hui, qui connaissent un peu le sujet, vous savez que c'est une clé de la médiation. Responsabiliser. La deuxième clé, qui heurte toujours, surtout quand on est en intra-entreprise, tout ce que le médiateur va entendre en entretien individuel ne sera pas restitué. Je préserve l'intégralité de la confidentialité des entretiens que j'ai. Bien sûr, quand on est au collectif, quand il y a plusieurs personnes, comme le dit Pascal, on a réuni 3, 4, 5, à certains moments, elle va nous échapper, cette confidentialité. Les gens vont se parler entre eux. Qu'est-ce qu'a dit le médiateur? Qu'est-ce qu'il t'a dit, etc. Nous, le médiateur, il garde tous les entretiens de façon confidentielle. Il n'y aura pas de rapport, il n'y aura pas de mémoire, c'est pas une enquête du CHSCT, etc., etc. Si bien que chacun peut nous dire tout ce qu'il a à nous dire de la souffrance qu'il vit et de la façon dont il pense qu'il pourrait en sortir et comment il pourrait être aidé ou aider les autres. Ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, qu'on ne mesure pas toujours, mais Pascal vient de le mentionner, le médiateur, et ça, c'est vraiment un truc qui est super important parce que je l'ai expérimenté très souvent dans les médiations collectives, le médiateur peut prendre énormément d'initiatives qu'aucun autre acteur ne pourrait prendre à sa place. Il m'est arrivé dans des médiations collectives où il y avait plus de 100 personnes concernées de faire des assemblées générales au moment du processus de médiation pour que la direction, les salariés et les syndicats puissent se parler ensemble. C'est très difficile à tenir, je vous le dis tout de suite, mais ça fait partie des initiatives qu'on peut prendre dans une médiation. Et c'est le rythme des entretiens, ce que disait Pascal, le nombre, le rythme, la vitesse, l'articulation des entretiens et des médiations interindividuelles ou des médiations en petits groupes, des ateliers médiation. C'est tous ces éléments-là qui vont faire les initiatives que le médiateur va prendre, rencontrer certaines personnes en tête-à-tête à l'extérieur de l'entreprise, par exemple, etc., qui va faire que tout ça, il ne faut surtout pas s'en priver. Allez voir le DG, prendre l'initiative de l'appeler, dire voilà, je voudrais vous rencontrer, je voudrais que vous me disiez ce que vous pensez de la situation et qu'est-ce que vous en pensez, pour vous, quelles seraient vos solutions, etc. Donc tout ça, ça fait partie et ces initiatives-là, elles sont fondamentales. C'est-à-dire que l'action du médiateur va jouer sur le système dans lequel ces conflits ont été générés. Et il va faire bouger le système en même temps qu'il va agir sur des personnes et sur les points de souffrance. Il va agir sur les points de souffrance en bas, il va agir sur le système autour. Voilà. Et cette action sur le système, elle est fondamentale. Voilà. C'est ça les 3 points moi, qui me paraissent différencier le rôle du médiateur. Et qu'est-ce qui fait qu'il peut faire ça? C'est qu'il est indépendant. Il est totalement indépendant. Voilà, donc il est sous la hiérarchie de personne, et notamment quand on est médiateur du CMAP, c'est pas le client, c'est pas l'entreprise qui nous paye, c'est le CMAP qui nous paye. Donc l'indépendance est encore plus grande, on se sent encore plus libre de prendre des initiatives. Ça, c'est extrêmement important. Et puis il y a l'impartialité et la neutralité, c'est pas des mots creux qui vont faire que je vais jamais prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Et donc je vais inspirer confiance, et donc je vais pouvoir bouger, et donc voilà, et je vais pouvoir rencontrer et faire ce qui me paraît pertinent ou opportun dans cette situation et pour cette médiation. Oui, c'est évident. Hein. Moi, je suis d'accord avec Pierre parce que les fondamentaux de la médiation, c'est les fondamentaux de la médiation. Hein. L'impartialité, la neutralité dans des conflits collectifs, elle est encore plus importante qu'elle l'est dans un conflit entre 2 parties, entre 3 parties. À un moment donné, et puis vous avez des gens joueurs en face de vous, hein. Donc à un moment donné, évidemment, ils vont essayer de vous embarquer, de vous tester, de vous, etc. Donc c'est la base de tout et c'est la base de votre crédibilité. Donc, le médiateur, il est neutre vis-à-vis de tout le monde, y compris vis-à-vis d'une direction, quand elle est là et quand elle a certaines attentes. Et il faut savoir dire à une direction, d'abord, je ne vous dis pas ce qui s'est passé dans la médiation. Donc, quand elle a payé fort cher pour un processus et qu'elle est très tendue parce qu'elle a une partie de son activité qui est bloquée,
Évidemment, c'est forcément un peu compliqué. Mais j'ai dit, quand j'aurai quelque chose à vous dire, je vous le dirai. Mais pour l'instant, la médiation se poursuit. Bien. Hein, donc, on sent parfois un petit peu de tension. Mais il faut savoir résister à ça. On fait notre boulot. Et notre boulot, mais je vous l'avais dit au départ, je fais le boulot et si j'ai besoin de vous, je viendrai. À l'inverse, et Pierre le dit, il faut savoir garder le contact avec la direction. Parce que la direction d'une entreprise, quand même, elle reste la responsable de ce qui se passe dans l'entreprise. Et mais le dialogue va être, on poursuit, le travail se poursuit, et ça se poursuit bien. J'ai des difficultés pour organiser le travail parce que les gens ne sont pas dispo, je prévois de faire un point à telle date, etc. Hein, mais pas autre chose. Il ne faut pas déraper là-dessus. Sinon, vous êtes mort. Hein, de toute façon, je pense que le moindre écart sera su. Alors, comment gérer la confidentialité avec beaucoup de collectifs? Tu as abordé la question et ce n'est pas facile. Moi, j'ai eu déjà, en milieu de médiation, un tract d'une organisation syndicale qui sort, alors qu'on avait quand même bien dit tout ce qu'on fait va être confidentiel, blablabla, blablabla. Vous connaissez le truc. On fait une réunion, on aborde des principes de solution, hein, on était un petit peu vers la fin, et paf, il y en a une qui sort le truc en disant on a proposé, d'ailleurs ça a été accepté par le médiateur, tract, diffusion de toute l'entreprise. Bon, voilà, c'était la ligne jaune, donc je les ai vus, là, réunion plénière. Là, je l'ai fait en plénière exprès pour les mettre les uns en face des autres. J'ai dit, écoutez, la réunion ne porte que sur ce qui s'est passé hier. La ligne jaune a été franchie, donc je me pose la question de l'arrêt de la médiation. Donc, ou vous me dites que c'est la dernière fois que vous ne recommencerez plus, et on y va, sinon j'arrête ex abrupto. Voilà. Il y a un grand silence, un truc. Et puis après, on dit oui, on ne le fera plus. Bon, d'accord, très bien. On a poursuivi et tout ça s'est terminé sur un accord, mais c'est extrêmement difficile, bien entendu, hein, de rester confidentiel jusqu'au bout. Sur une des médiations que j'ai traitées, il y avait les caméras de télévision qui attendaient sur le trottoir. Et donc là, inutile de vous dire que de toute façon, je ne suis pas sorti devant les caméras. De toute façon, je ne me suis évidemment pas montré et que j'ai bien prévenu ceux qui avaient fait venir les médias qu'il n'était absolument pas question que quelque chose sorte du truc. Ils ont joué le jeu. Hein. Les caméras sont reparties et il ne s'est rien passé. Voilà. Mais c'est important de protéger, je leur dis, moi, faut protéger notre espace de travail. Hein. Cet espace de travail, il va fonctionner s'il n'est pas ouvert à tous les vents. Donc, le temps de la médiation, il est sacré et respecter ça. Je pense que s'il y a des pressions extérieures qui interviennent ou qui, enfin, notre travail, finalement, c'est autre chose. Hein, voilà, et n'a plus grand sens. Si tu veux qu'on prenne. Ah oui. On peut prendre des questions. Ou tu veux enchaîner sur. Après, alors oui, je peux passer de la question de la confidentialité à la question qui nous est souvent posée en collectif de compte rendu intermédiaire, de rédaction d'accords, etc., etc. Exercice ô combien dangereux pour un médiateur, ô combien difficile pour un médiateur, mais pratiquement inévitable dans un certain nombre de médiations collectives où il faut de toute façon faire des points d'étape. Et quand vous avez 10 parties, laquelle va faire le point d'étape, en sachant que vous avez parfois des gens qui ne savent pas très bien écrire et pas très bien formaliser. Donc, il vous arrive souvent, pour faire progresser le collectif, d'être obligé de rédiger un petit truc. Terrain glissant, parce que vous avez, encore une fois, le poids des mots n'est pas toujours le même pour tout le monde. Donc, en fait, vous pouvez progresser, quand vous êtes dans le cœur de la médiation, vous pouvez progresser parfois en faisant ce qu'on appelle, dit en anglais, juste les bullet points, enfin les points importants. Vous dites, on a abordé point 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a des pistes de solution 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui ont été abordées, il y a le problème ABCD, enfin, etc. Voilà. Donc, ça, vous pouvez le faire sans trop prendre de risques. Et puis après, quand arrive le moment d'un accord, on vous demande, alors, deux choses après. La première, c'est, est-ce qu'on a pensé à toutes les solutions possibles? Et c'est le point du médiateur aviseur, là. Mon expérience montre que les parties en conflit ne pensent pas forcément toutes à toutes les solutions possibles. Je ne sais pas pour toi, Pierre, mais franchement, et
on est pratiquement systématiquement amené, jamais au début de la médiation, hein, mais quand les choses se sont déjà bien décortiquées, on est souvent amené à dire « mais qu'est-ce que vous penseriez de ce type de solution ?» Et vous allez voir qu'une fois sur deux, ils n'y ont pas pensé, et le danger, c'est qu'ils ont tendance à se jeter dessus sur la solution de médiateur. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas commencer à proposer des solutions très vite, parce que face à des personnes qui se sont écharpées pendant un certain nombre d'années sur un sujet, parfois, quand vous apportez un élément de solution auquel ils n'ont pas pensé, ils vont avoir tendance à le prendre. Alors s'ils le prennent tout de suite, après, ça va occulter tout le reste, et vous risquez de les embarquer sur une solution qui n'est pas la leur, d'abord, et qui n'est peut-être pas la bonne ensuite, parce que vous n'avez pas la science infuse. Donc, mais quand même, très souvent, on va... Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Et ce que vous allez proposer très souvent va faire partie de la solution finale. Il peut y avoir 1, 2, 3 points, 4 points, je ne sais quoi. Donc, pas tout de suite, plutôt à la fin. Rédaction de l'accord. Alors, quand les conseils ne sont pas là, ce qui est souvent le cas avec les trucs intra-CSE, la rédaction de l'accord final, très souvent, vous êtes obligé d'y participer pour faciliter les choses, pour que ça aille vite, parce que sinon, ça ne va pas vite. Donc, exercice ultra sensible, où il faut bien, comment dirais-je, parce que moi, j'ai vu un accord que j'ai proposé, rédigé, qui est sorti avec les fautes d'orthographe, quoi. Alors ça, c'est pas très grave, mais ça montre bien que ce que j'avais proposé en la matière n'a pas été modifié du tout du début à la fin du processus. C'est pas très bon quand même, hein. Mais encore une fois, vous avez affaire à des parties qui n'ont pas forcément de capacité de rédaction, qui, quand elles vous ont fait confiance, elles vous font confiance pour tout. Donc ça, c'est ultra dangereux. Et donc, il faut se méfier de ça. Mais si vous n'y participez pas, d'un autre côté, ça va beaucoup moins vite. Et puis, dans leur processus de travail entre eux, vous vous rendez compte qu'ils n'arrivent pas à boucler, à se mettre d'accord, à régler le dernier mot, etc., etc. Donc, je sais, et de manière générale, je me méfie comme de la peste de cette situation où on dit, bon, voilà, on est obligé de prendre la plume pour. L'expérience montre qu'on est parfois obligé de s'y coller avec toutes les précautions d'usage. Oui, tu as fini, Pascal, ou pas? Ouais. Deux petits points. On attend aussi vos questions sur le chat. Il y en a déjà au moins une, si je vois. Deux petits points complémentaires, et puis après, on vous laissera le champ des questions. Il y a deux acteurs qui sont... Alors, ce n'est pas nécessairement exclusif d'autres acteurs, bien évidemment, parce que, comme on le disait tout à l'heure, toutes les situations ont peut-être des points communs, mais sont différentes. Mais il y a deux acteurs, en tout cas, dont il faut prendre soin et porter une attention particulière dans les médiations collectives en intra-entreprise, c'est les représentants du personnel, quelle que soit leur forme, hein. Pascal citait le CSE tout à l'heure, le Conseil social et économique, je citais le CHSCT, ça peut être un leader syndical, un représentant syndical, ça peut être un élu, ça peut être un membre d'une organisation syndicale dans une équipe ou dans un service, peu importe. En tout cas, ce qui fait la représentation des salariés d'un côté, et de l'autre côté, la question de la hiérarchie. Bien évidemment que dans les deux cas, c'est des sujets qui sont extrêmement sensibles pour nous et sensibles pour la médiation et la résolution de la situation. Alors, concernant les organisations syndicales, on a rencontré, Pascal et moi, tout type de situations. Il y a des fois où ils sont complètement impliqués parce qu'ils sont dedans et qu'ils sont concernés par l'une ou l'autre des organisations syndicales et puis ils sont dans le sujet, donc ils sont nécessairement impliqués et concernés. Il y a d'autres cas, ils vont être à l'extérieur, ils vont être en dehors. Et je sais par expérience, pour avoir fait ça assez souvent, même quand ils sont extérieurs à la situation, je vais quand même les voir, je les rencontre et je leur demande ce qu'ils pensent de la situation. Souvent, on va dire 90% des cas, ils sont parfaitement au courant de la situation parce qu'elle existe depuis longtemps, qu'on en parle souvent dans l'entreprise, que cette situation, elle est souvent évoquée dans les instances de représentation du personnel. Donc, ils ont un avis, ils ont un regard, ils ont des observations sur la situation. Et donc, de les solliciter, c'est une façon comme disait Pascal tout à l'heure, on ne les met pas hors champ, on les met dans le champ. S'il y a besoin, à un moment ou à un autre, dans le processus de médiation, soit parce qu'eux interviennent dans la situation pendant qu'on avance, ou nous, on a besoin
de quelque chose vis-à-vis d'eux, eh bien, le contact est établi et c'est beaucoup plus facile ensuite d'avoir un échange d'un SMS, d'un coup de fil, etc., que de découvrir quelque chose avec eux au moment où on est en plein milieu du processus de médiation. Donc moi, j'ai une attention très particulière dans leur prise en compte d'une manière ou d'une autre. Voilà. La deuxième chose, c'est sur le rôle de la hiérarchie. C'est une organisation, Pascal l'évoquait tout à l'heure, il y a une hiérarchie, il y a des responsables, il y a des dirigeants, il y a une hiérarchie intermédiaire, il y a une hiérarchie de proximité, etc. C'est sûr, quand on est dans la situation de médiation avec plusieurs parties, il y a une hiérarchie dans cette situation, on va les traiter de façon impartiale, c'est-à-dire qu'il va faire partie du processus. Mais en dehors de ce moment-là, c'est-à-dire des médiations collectives ou des médiations interindividuelles, il a une place tout à fait particulière dans l'organisation. Donc, savoir en tenir compte, savoir aussi l'écouter, savoir prendre ce qui lui paraît pertinent ou pas pertinent comme processus d'avancée, s'appuyer sur lui pour prendre des rendez-vous, pour organiser des réunions, pour libérer. Parce que souvent aussi, dans des situations collectives, vous avez des gens qui ont des activités, qui peuvent être des activités de production, avec des horaires de production. Il faut s'appuyer sur la hiérarchie, qu'ils puissent les libérer, qu'on puisse les rencontrer. Il y a des moments où ce n'est pas nécessairement le plus opportun. Voilà. Et donc, l'appui de la hiérarchie peut être très, très utile pour faire avancer vite le processus de médiation et rendre les gens disponibles, les inciter éventuellement ou leur suggérer de venir nous voir. Voilà. Donc, ils ont une place importante dans le processus de médiation, ce qui n'enlève rien, et Pascal le mentionnait, l'impartialité, elle est absolue dans la perception qu'en ont toutes les parties, que les parties ont du médiateur pendant tout le processus de médiation. Donc, c'est un équilibre toujours instable. Donc, c'est évident que dans ces cas-là, on ne va pas faire un déjeuner avec l'hiérarchie, même si elle nous invite. On ne va pas prendre 3 fois le café dans la journée avec elle, même si elle l'a envie, etc., etc. C'est-à-dire qu'on va garder toute la distance qui va bien, ni déjeuner, ni café, ni machin. Rien dans les signes extérieurs de prise de parti, quoi. Voilà. Enfin, quand même, s'ils font des cookies comme on a fait Marie ce matin, moi, je mange les cookies. Les cookies de Marie sont exceptionnels. Je vous les recommande. C'est ça, oui. Pascal, sur les syndicats et la hiérarchie, tu vois. Oui, mais moi, je sais que c'est un sujet 100% d'accord. Les syndicats, ils sont toujours là. Quand il y a un problème dans une entreprise, ils sont en toile de fond, ils sont toujours quelque part partie prenante. Et comme tu le dis, ils sont toujours au courant de ce qui se passe. Donc, de toute façon, il faut aller à leur rencontre, même s'ils ne sont pas partie prenante de la médiation de manière directe, mais ne serait-ce que pour les écouter, surtout pas pour parler de la médiation, mais ils ont toujours des choses à vous dire. Et encore une fois, la direction, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, la direction, elle est à la fois… D'abord, elle a autorisé une médiation généralement dans son entreprise, elle l'a choisie la plupart du temps. Alors parfois, quand vous êtes sur un processus judiciaire, elle l'a choisi, mais pas trop, mais quand même. Donc il faut l'embarquer, elle est avec, c'est pour résoudre aussi son problème à elle que vous êtes là. Et pour autant, comme le dit Pierre, il faut, pour qu'on adresse bien les conflits en interne, il faut pouvoir le faire dans un cercle protégé où les gens peuvent parler, y compris dire ce qu'ils ont à dire de la direction s'ils ont à le dire. Et puis après le moment venu, il y a toujours un moment où, avec les parties, une fois qu'on a avancé dans le conflit, on dit « mais à ce stade, qu'est-ce que vous souhaitez partager avec la direction ? Il est peut-être temps de le faire. » Et vous pouvez organiser à ce moment-là une rencontre avec la direction. Et s'ils n'ont pas envie de le dire eux-mêmes, vous pouvez dire « mais qu'est-ce que je peux dire à la direction ?» Et à ce moment-là, bien entendu, il faut le faire. Encore une fois, c'est un jeu collectif. On est là pour c'est le massage collectif et la direction fait partie du massage. Alors, ça va nous ramener à la question un peu qui est posée quand même. La question qui est posée, c'est pouvez-vous clarifier votre façon de faire pour identifier les participants de chaque rencontre? Super difficile. Super difficile, parce que la façon de faire, je veux dire, j'en ai pratiquement pas, sinon que, évidemment, au départ, vous partez sur une situation conflictuelle qui concerne un certain nombre de personnes. Très bien, elles sont dedans. Aucun espèce de doute. Mais c'est ce qu'on vient de vous décrire. Ces personnes sont en interaction ou dépendent d'une organisation. Et à un moment, justement, vous avez forcément besoin d'aller voir et d'aller entendre ce que les autres ont à en dire. Donc, c'est pour ça que le périmètre des participants, il peut être quelque part à géométrie variable, mais en sachant qu'il y a quand même
le cœur des personnes qui sont autour de la médiation au départ et qui ont un problème à résoudre. Et puis derrière, il y a les autres qui sont les personnes qui sont autour et qui peuvent ou contribuer à aider à la résolution du problème ou pas. Hein. Et ça, vous allez le déterminer en marchant. Donc j'ai tendance à dire, enfin, au moins pour ce qui me concerne, j'ai pas de méthode. Mais c'est extrêmement sensible. Je suis en train de commencer une médiation en ce moment. La plus grande question que je me pose, c'est pas de savoir comment ça va se passer, etc. Ça, c'est qui je mets autour de la table au départ. Est-ce que j'ai vraiment mis les personnes concernées, toutes, pas assez? Est-ce que si j'en mets pas un maintenant, il va pas considérer le fait ensuite que bon, il fait pas partie de la médiation, c'est pas son truc, et donc il refuse de participer, il se considère exclu? C'est une question extrêmement difficile. Est-ce que je mets la direction dedans, pas dedans? Alors, en l'occurrence, je mets la direction dedans, mais par exemple, sur la méthode, hein, on embarque dans une histoire, la direction est dedans, et puis à un moment donné, je fais sortir la direction de la salle de réunion en disant, ben voilà, donc on est embarqué dans le truc, maintenant j'ai besoin de travailler avec les participants, parce que c'est avant tout leur problème, et on se verra après. Donc, je la sors en cours de route. Il y a des tas de façons de procéder, mais c'est vrai que c'est une question clé. Un petit point pratique que j'utilise de temps en temps parce que ça aide, c'est de se faire un petit organigramme des relations hiérarchiques et informelles. Ça aide à pas oublier, faire la liste des noms qu'on nous a mentionnés, qu'on nous a indiqués quand on a fait la prise de brief, qu'on nous a indiqués dans les entretiens individuels qu'on a eu. Il y a beaucoup de noms qui sortent dans ces moments-là. Donc, chaque fois, les noter, prendre bien l'orthographe du nom et du prénom parce qu'on se dit peut-être que j'en aurai besoin plus tard. Assez souvent, on en a besoin après. Et donc, comme le dit Pascal, c'est un périmètre qui peut être très changeant, surtout quand la médiation collective concerne plusieurs dizaines de personnes. Donc, c'est des périmètres qui peuvent être très changeants. Et pour vous donner un exemple, dans deux médiations collectives importantes que j'ai eu à faire, on a dépassé les 50 personnes rencontrées en entretien. Donc, vous ne pouvez pas vous en sortir si vous êtes seul. En tout cas, ça prend du temps et c'est plus facile. Mais donc, on peut avoir des chiffres très, très élevés. Donc, il faut vraiment bien s'organiser quand on est à ce niveau-là de nombre. Et puis, surtout, l'architecture des interactions, des relations qui sont autour. Et c'est extrêmement important. Voilà. Ça se passe dans un établissement, mais ça peut aussi aller vous faire rencontrer le leader syndical national de l'entreprise, par exemple. Et donc ça, très vite, il faut savoir si vous allez le faire ou pas. Et peut-être que vous ne le ferez jamais. Mais en tout cas, vous saurez qui c'est et vous savez que vous pouvez l'appeler parce que vous allez avoir ses coordonnées. Voilà. Tout ça fait partie du processus. Donc, c'est un champ qui est très, très ouvert. Ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure. L'initiative du médiateur, elle est fondamentale sur cette façon de faire dans le processus de médiation. Ouais. Alors, la question suivante. Alors, il y a juste du coup, l'auteur de la question qui vous dit merci pour votre réponse. Je comprends mieux du coup la notion d'initiative du médiateur. Il s'agit donc d'un ajustement en marchant. Il n'y a pas une façon de faire. Chaque conflit est particulier. Parfait. Ça le résume assez bien. Et désolé de ne pas être plus précis finalement. Je ne sais pas si ça vous aide, mais c'est parfait. Mais il n'y a pas une réponse effectivement. On a une autre question. Alors, la personne nous dit, vous évoquez des résultats variables qui sont de baisse de tension à la rédaction d'accord. Avez-vous déjà eu le sentiment de n'avoir pas abouti comme vous l'auriez souhaité? Et si oui, de quoi auriez-vous eu besoin pour y arriver? Oui. Bon, alors la réponse est oui pour moi. Oui. Il m'est arrivé de ne pas aboutir comme je l'aurais souhaité, oui, évidemment. J'aurais tendance à… Ouais, tu voulais dire… Après, de quoi on aurait besoin pour ne pas y arriver? Alors, dans certains cas… Finalement, je ne sais pas. Quand on n'a pas réussi, on a eu des problèmes de doctrine non pas d'un syndicat, puisque l'échelon national était d'accord pour avancer, mais l'échelon local ne l'était pas, pour des raisons essentiellement politiques. Et donc là, on se heurte à un espèce de mur. Le seul problème, ce que j'ai mal fait, c'est que j'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. En fait, non, en réalité, assez tôt, j'ai détecté le fait qu'on avait quelqu'un d'assez irréductible, mais j'ai quand même, c'était peut-être un péché d'orgueil, j'ai quand même pensé que j'arriverais à le faire fléchir. Voilà, alors j'ai beaucoup travaillé. Là, c'était les BATNA, la technique du fer tordu, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, etc. Et finalement, je n'ai pas réussi. Bon, je pense que j'ai perdu du temps dans cette affaire, mais après tout,
C'est finalement pas très grave, mais ça, c'était une difficulté. C'est un point extrêmement important et qui est une violence ou une frustration que a à gérer, une violence que se fait le médiateur ou une frustration qu'il a à gérer dans une médiation. C'est-à-dire que j'essaie de faire l'effort, je sais que c'est très difficile, et puis Pascal a bien montré que c'est très difficile, j'essaie de faire l'effort de ne pas avoir d'intention pour les parties. Ouais. C'est-à-dire que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, une des colonnes vertébrales du médiateur, c'est de responsabiliser les gens. Je ne suis pas responsable en tant que médiateur de cette situation. Je n'en suis pas responsable. Je ne l'ai pas créée et je ne l'ai pas l'attisée. Je vais essayer de l'apaiser. Mais si les parties ne veulent pas pour une raison ou pour une autre, ou pour des raisons que j'ignore ou que je ne comprends pas, ou qui m'échappent complètement, si je m'obstine parce que j'ai une intention, si je m'obstine parce que je voudrais y arriver, je vais muser sans résultat. Voilà. Et à certains moments, et Pascal a montré l'exemple tout à l'heure, il a dit, à un moment donné, ils ont sorti un tract, etc. Je les ai réunis, je dis, moi, si vous continuez comme ça, j'arrête. On ne peut pas avancer. Alors, ça c'était un acte identifiable. Des fois, ce n'est pas des actes identifiables, c'est des comportements de freinage, de personnes qui sortent des salles de réunion, des plénières parce qu'ils sont en colère, etc. Vous les rattrapez une fois, la deuxième fois, ils vous refont le même coup, etc. Ou là, on dit, on arrête. Vous ne voulez pas avancer, moi j'arrête, je ne vais pas continuer. Et des fois, on a envie de s'obstiner parce qu'on sait qu'on sent bien qu'on peut arriver à dénouer des situations. Et il y a des fois, les parties ne veulent pas. Et je me rappelle d'une médiation assez importante qui finalement s'est conclue par quelque chose qui était, on avançait sur des éléments d'accord, sur des éléments de solution, etc., en tirant par tous les bouts les solutions qui pouvaient émerger du côté de la direction, du côté des représentants du personnel, etc. Et puis on voyait bien que ça n'avançait pas. Et puis, patatrac, à un moment donné, une des organisations syndicales est partie au tribunal. Donc, ça s'est arrêté, ça a été suspendu, etc. Quelques mois après, le juge a pris la base de ce que s'était échangé entre la direction et les syndicats comme point de référence pour avancer dans la résolution du conflit. Mais on n'a pas pu aller plus loin. L'une des parties ne voulait plus avancer. Donc, c'était fini. Donc, c'est ça. C'est un effort considérable de ne pas avoir d'intention parce qu'on est devant des parties qui sont responsables d'une situation, qu'on est là pour accompagner et on les amène au bout du chemin, mais le chemin qu'elles ont envie de prendre. Voilà. Alors, je sais que c'est très difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'on a tout le temps une intention, on a tout le temps envie d'un résultat qui soit positif et d'une sortie gagnant-gagnant, comme on dit habituellement. Voilà. Oui, mais alors, parce qu'il y a une question qui est posée juste après, finalement, qui va bien avec celle-là. Hein, qui est, lorsque la médiation que vous menez n'aboutit pas à un accord et que donc que le conflit persiste, vivez-vous cela comme une forme d'échec ou pas? C'est intéressant. On a tous envie, évidemment, notre motivation, c'est de faire en sorte qu'on arrive à un accord. On va faire travailler des parties pour arriver à un accord. Pour autant, moi, je me suis protégé contre ça au fil des ans et finalement, je me suis assez détaché du résultat. Et je pense que j'ai réussi à le faire. Quand la médiation est finie, de toute façon, elle est finie. Et j'y repense pas trop après. Comme on dit en breton, varaog. En avant, on pense à la suite, quoi. Et je suis plus passionné par la prochaine que par celle que je viens de terminer, même si elle s'est bien terminée. Alors, on y repense des fois parce qu'on se dit qu'est-ce que j'ai pas. Alors, quand même, autocritique permanente en médiation. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, etc. Et ça, quand on échange avec des collègues médiateurs des situations, c'est vraiment. Enfin, c'est important qu'on ait ce contact entre nous pour avoir des petits trucs et vérifier qu'on n'aurait pas pu faire différemment. Ce questionnement, il doit être permanent. Pour autant, on peut être satisfait d'une médiation terminée où on a tout exploré, où les gens se sont parlé, où il s'est passé des choses intéressantes et qui ne se terminera pas avec un accord, parce qu'on a compris que dans ce cas-là, de toute façon, l'accord était extrêmement difficile. Et puis, on peut être assez peu satisfait d'une médiation où il y a un accord qui vous semble des fois un peu bizarre, que finalement des gens ont accepté du bout des lèvres, c'était le cas entre certains CSE, et vous avez l'impression finalement que c'est un accord d'opportunité, mais qui ne résout pas forcément les choses sur le long cours, et vous avez le sentiment que quelque part, dans un an, dans 2 ans, la question va se reposer. Ça m'est arrivé, et donc, ok, d'accord, mais finalement pas très satisfaisant. Donc, je crois que, dans mon cas personnel, la satisfaction, elle vient pas tellement de l'accord, pas accord, elle vient peut-être un peu plus du fond. Est-ce qu'il s'est passé des choses intéressantes? Est-ce que les gens se sont parlé ou pas? Je pense qu'il faut se protéger de ça. Oui, c'est un point très, très important aussi. Je rejoins ce que dit Pascal. Il y a un moment donné, quand vous avancez dans une médiation, vous observez, et vous le sentez parce que les gens, vous le ressentez, on va dire.
Si vous ne le dites pas toujours, mais vous le ressentez. Vous ressentez qu'ils vont changer de palier, de niveau de conscience de ce qu'ils sont dans la situation et de ce qu'est la situation. C'est-à-dire que progressivement, par vos interventions, par vos interactions, par les processus que vous mettez en place, le collectif, l'individuel, etc., il y a ce niveau de conscience qui évolue dans la tête des gens. Et vous verrez surtout quand c'est du collectif, il y en a certains qui, à la fin de la médiation, même s'il n'y a pas eu d'accord particulier, ils vont comprendre la situation de façon différente de ce qu'elle était avant que nous arrivions. Et ils vont trouver une autre place, une autre façon d'agir et une autre façon d'interagir avec leurs collègues. Et tout ça, c'est le travail de l'entretien individuel, du questionnement, des reformulations qu'on veut faire, des prises de conscience, des confrontations. On pose un cadre, et ce cadre leur est très, très utile aussi. De la confidentialité, c'est aussi une impartialité, c'est ne pas juger, ne pas donner un avis. Ils comprennent ça et ils se rendent compte que ça a un effet sur le contexte et ça a un effet sur les relations avec les autres. Et ce niveau de conscience-là, moi, on le voit de temps en temps dans des médiations où les résolutions se passent après. Mais plusieurs mois après. Il y a ça. Parce que c'est cette maturation psychologique, on change de seuil et on change de perception, et cette maturation psychologique peut se produire plusieurs semaines ou plusieurs mois après. Voilà. Et donc, on le voit parfois plus en interindividuel qu'en collectif, mais ça se passe aussi en collectif entre les différents. Moi, je sais pour des médiations en collectif qu'un chef de service a pu reparler quelques semaines après la médiation avec certains des collaborateurs parce qu'on avait créé chez les gens et chez les autres cette envie de se reparler finalement et de se redire bonjour et de se resserrer la main. Rien que ça, voilà. Et ça a mis quelques semaines. Ça s'est pas fait en 3 jours. Ça s'est pas fait quand on était là et ça s'est fait après. Voilà. Et petit à petit, ça reconstruit du lien et ça reconstruit de la relation et ça fait baisser des souffrances. Et ça aussi, c'est pas du visible et on le réalise pas toujours. Voilà. Question suivante, un peu dans la continuité de ce qui vient d'être évoqué, la question c'est gardez-vous un contact suivi dans certains cas, avez-vous observé après coup des effets collatéraux entre guillemets tels que le départ d'une personne de l'entreprise ou du syndicat? Alors c'est une question intéressante encore, et puis elle s'enchaîne bien les questions finalement. Est-ce qu'on garde des contacts ou pas? Alors moi je suis plutôt du style, je suis motard, je suis venu en moto ce matin et je regarde plutôt devant que derrière. Parce que en général, vous prenez l'obstacle de face. Donc, c'est ma nature. Hein, et quand j'ai fini un sujet, je passe au suivant. Et voilà, je ne perds pas trop de temps à regarder derrière. Pour autant, même si je ne cherche pas à garder des contacts, je ne l'ai jamais fait, et je ne cherche pas non plus à savoir le résultat final donné par le TGI quand la médiation a échoué ou pas. Je finis par le savoir, quand même. D'abord parce que le magistrat qui vous a donné le truc finit par vous appeler pour vous en parler. Ensuite, parce que quand vous faites du collectif, avec certains syndicats, vous avez toujours les mêmes cabinets de conseil. Donc, vous les retrouvez certaines fois. Donc, vous ne pouvez pas ne pas évoquer ce qui a été fait ensemble. Et parce qu'il y a certaines personnes que vous voyez en médiation qui ont été en état de souffrance, qui gardent vos coordonnées et qui vous envoient. Je parle de ce collectif malien. Il y a il y avait je l'avais détecté assez vite dans les 28, ce qu'on appelle un marabout, quelqu'un qui avait de l'influence sur les autres dans le collectif, et il m'envoie tous les ans ses vœux au moment de Noël en donnant de ses nouvelles. Bon, donc évidemment, je lui réponds avec plaisir, mais donc il y a des gens que vous rencontrez à un moment donné et qui gardent vos contacts et qui vous envoient un petit signal. Donc voilà, mais je ne cherche pas du tout à le faire. Quand je recroise des personnes que j'ai croisées, on échange 2-3 mots. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez une nouvelle vie? Comment ça s'est passé après, évidemment? Mais je ne le fais pas par curiosité, je le fais juste parce que c'est là. Je me détache vraiment complètement de ça. Je ne me considère pas comme étant le sauveur de l'humanité. Une fois que j'ai fait mon boulot le mieux possible, les choses se font et je ne porte pas tout ça. Mais ça me fait plaisir quand quelqu'un me dit, longtemps après, j'ai quitté l'entreprise, c'est le cas des personnes que j'ai citées tout à l'heure, et j'ai une nouvelle vie, et ça va très bien, merci, parce que tout ce qu'on a fait ensemble m'a permis de me questionner sur ce que je faisais. Effectivement, c'était quelqu'un qui n'était pas à l'aise dans son travail, qui n'était pas à l'aise ici, et qui, à ce moment précis, a pris la décision de quitter son entreprise et de changer de voie, et qui apparemment a trouvé une voie qui lui semble meilleure. Je pense que ça ne se termine pas toujours aussi bien que ça, mais en l'occurrence, ça fait toujours plaisir de le savoir, quoi. Voilà. Oui, sur la question sur l'implication d'un inspecteur du travail,
L'exemple que je citais tout à l'heure en comédiation avec un représentant des pouvoirs publics, il venait effectivement de la directe. Direct, c'est l'ancienne direction du travail au niveau régional. Donc c'était pas spécifiquement un inspecteur du travail en soi, parce qu'il a un statut très particulier. C'est quelqu'un de la hiérarchie de la directe, ce qui a permis d'avoir voilà, plus de souplesse, on va dire. Plus neutre. Ouais, c'est ça, voilà, plus neutre, exactement. Et donc ça s'est très très bien passé, mais c'est comme ça. C'est du fait des deux personnes qui ont fait cette comédiation et des parties qui étaient présentes. Chacun a appris à connaître l'autre et à se comprendre. C'était absolument époustouflant de voir entre le début et la fin de la médiation, finalement, comment toutes les parties, avec les deux médiateurs, se sentaient bien au bout du bout, alors qu'au départ, on ne se connaissait pas du tout. Voilà. Et ça a démarré sur un piquet de grève avec des palettes qui brûlaient devant l'usine, où m'attendaient des délégués syndicaux en me disant « Mais non, monsieur le médiateur, vous ne pouvez pas rentrer ». 4 heures après, j'étais à l'intérieur avec mon futur comédiateur. Voilà, donc c'est très, très… voilà, ça fait partie de ces mystères et de ces magies de la médiation. Et comme disait Pierre, sur la comédiation, on l'a un tout petit peu abordé. C'est vrai que quand vous avez beaucoup de parties et que les situations sont très complexes, la comédiation peut être évidemment un outil intéressant. Moi, je pense qu'il faut quand même être… une des difficultés, ça peut être que les parties, dont certaines sont parfois retorses quand même, peuvent jouer sur le fait qu'il y ait deux médiateurs pour diviser, évidemment. Et donc, il faut que les deux médiateurs soient extrêmement bien de connivence et se connaissent bien pour le faire. Enfin, se connaissent bien. La preuve, tu le connaissais pas, mais et ça a fonctionné. Ouais. Mais il y a vraiment un petit risque et il faut vraiment que les deux comédiateurs s'embarquent sur la même histoire ensemble. Hein. Il y a toujours un petit risque de divergence à ce niveau-là. Et s'il y a divergence, les parties joueront contre, évidemment. Hein. Donc voilà, c'est ma juste petite remarque sur la comédiation. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y en a d'autres spontanées? Non. Bon. Bon, eh ben, je pense qu'on en a fini. Au niveau timing, on est juste parfait. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Alors, pour ceux qui s'intéressent à la médiation en entreprise, on a 2 autres mardis qui sont programmés l'année prochaine, en mars, sur la gestion des personnalités difficiles en entreprise et en juin sur les clauses de médiation dans les contrats de travail. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux où vous pourrez trouver toutes les informations. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, pareil, sur les interventions de Pascal et Pierre, que je remercie vraiment encore une fois pour la qualité de leurs interventions d'aujourd'hui. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée et puis de bonnes fêtes. Très bonne journée.